Bonjour et bienvenue dans ce club Le Figaro Culture où nous recevons cette semaine Fabrice Lucchini. Autant vous dire qu'il sera question de littérature, de théâtre, de cinéma et surtout de cette langue française qu'il sert avec une constance et une exigence de tous les instants depuis plusieurs décennies. La preuve avec deux spectacles qu'il reprendra à l'automne et en janvier 2026. L'un consacré à Victor Hugo qui triomphe déjà depuis 1 an et demi et l'autre consacré à Émile Cioran, cet écrivain roumain exilé en France et qui a laissé des textes à la fois teintés d'un profond scepticisme et d'une grande drôlerie. C'est exactement ce que nous montre Fabrice Lucchini dans un merveilleux spectacle au Théâtre des Mathurins. Lucchini, Hugo, Cioran, la langue française, c'est tout de suite, c'est dans le club Le Figaro Culture. Bonjour Vincent Trémollet de Villers, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, dont vous êtes aussi un des éditorialistes. Vous êtes aussi éditorialiste sur Europe 1, vous êtes aussi l'animateur des rencontres du Figaro, Salgavo, la dernière avec Kamel Daoud en hommage à Boualem Sansal, toujours emprisonné en Algérie. Vous êtes aussi un grand lecteur, un grand admirateur de la littérature française, notamment de Proust et Céline. Vous aviez d'ailleurs consacré des Figaro hors-série remarquables à ces deux auteurs il y a quelques années. Vous avez aussi dirigé aux éditions Talendier un livre où vous aviez demandé à des écrivains, des penseurs, des philosophes, des journalistes de commenter des grands textes de pensée politique, de Platon à Solzhenitsyn, en passant par Tocqueville, Peggy, que vous connaissez bien, Fabrice Lucchini, ou Simone Veil. Et c'était justement Eugénie Bastier, votre voisine, qui s'était chargée d'évoquer l'œuvre de Simone Veil dans ce livre. Eugénie Bastier, vous êtes rédactrice en chef au Figaro. Vous vous occupez notamment de cette magnifique page champ libre, de cette rubrique. Et quand vous n'écrivez pas pour Vincent Trémollet de Villers, vous écrivez aussi des livres, La guerre des idées ou La dictature des ressentis, il y a quelques mois. Tous les deux, vous avez un point commun, outre le fait de travailler au Figaro, c'est de faire partie des 300, 350 spectateurs qui ont eu le privilège de voir le nouveau spectacle de Fabrice Lucchini, L'art du portrait. Selon Cioran, c'est tous les mercredis soirs dans la petite salle des Mathurins. Donc n'essayez pas de venir ce printemps, c'est plein, évidemment. Mais ça reprend au mois d'octobre, novembre, décembre et même janvier 2026 dans une salle un peu plus grande de 450 places. Fabrice Lucchini, merci infiniment d'être parmi nous, de venir parler de ce spectacle que vous avez construit à partir d'un livre de Cioran qui s'appelle L'Anthologie du portrait, où il reprenait des textes signés Tocqueville, Saint-Simon, Madame de Genlis ou Madame Dudéfend, avec une magnifique introduction. Et c'est ces textes-là que vous avez repris en les mélangeant évidemment au célèbre syllogisme, de l'inconvénient d'être né. De l'inconvénient d'être né. Et ses cahiers surtout. Et ses cahiers, j'avais parlé. Et ma première question, c'est cette chose assez étonnante. Vous avez commencé ce spectacle alors que vous n'aviez pas encore fini de donner celui sur Victor Hugo. Donc vous aviez d'un côté peut-être le plus grand écrivain français, en tout cas un des plus grands écrivains français, dans une salle immense de plus de 1000 places. Oui. Et le lendemain, dans une toute petite salle de 80 personnes, un auteur qui, il faut bien l'avouer, n'est pas très connu du grand public, Émile Cioran. Oui. Est-ce que cette gymnastique était quelque chose d'indispensable? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se frotte à Victor Hugo, vous étiez venu en parler d'ailleurs, Vincent était là, on a besoin d'aller chercher quelque chose de plus modeste? C'est d'une telle puissance, Hugo. Ce que je vis avec Hugo depuis 2 ans maintenant est tellement... Je n'ai pas usé de mots vides, mais ça emmène une suspension qui fait que ça ressemble à une représentation, je dirais presque... C'est plus du théâtre, puisque je joue dans un 600 et le dimanche dans un 1000, mais quand tu as 1000 personnes suspendues sur Hugo, eh ben là, on est dans cette incarnation de miracle chrétien quasiment, car c'est très très important, Dieu chez Hugo, même s'il ne s'est pas soumis au rite catholique, ni protestant, mais c'est tellement immense que, bon, ça fait 2 ans que je le joue, je vais le jouer encore au moins 1 an ou 2. Eh bien, comme j'ai une nature extrêmement inconfortable et anxieuse, ben, il faut que je trouve encore autre chose à faire. Donc, ça faisait des années que j'adorais les cahiers de Cioran, qui est la partie du Cioran le moins prétentieux.
Il n'y a aucune ambition stylistique. Oui, c'est un journal un peu. Journal, un portrait de Beckett, un portrait de Ionesco, sa concierge, le comptable dépressif, tout ça, il raconte ça, tout ça, boum, boum. Et c'est le grand Sioran. Le grand Sioran. Et après, j'ai eu ce livre dans les mains. J'ai du mal à savoir. Autant je sais que pour le Hugo, c'est grâce à mon insomnie qui m'a fait me promener 1h30 jusqu'à la librairie qui s'appelle L'écume des pages, où je suis tombé sur un mec merveilleux qui s'appelle Guillaume Brun, qui n'en peut plus de la notoriété que je lui donne, puisque maintenant, ils l'ont mis au sous-sol, parce qu'il n'en peut plus. Il y a des jeunes femmes merveilleuses de 30 ans qui le photographient. Alors, ils ont mis un jeune homme à sa place, qui est un faux Guillaume Brun. Mais, oui, parce qu'ils ont mis un leurre, parce que lui, il n'aime pas. J'ai beau l'inviter, c'est le seul que j'invite, il ne veut pas venir voir. Mais comme il est très important, parce que c'est grâce à lui que je suis tombé sur Peggy, ce merveilleux livre qui m'a entraîné à comprendre pourquoi j'avais peut-être l'ambition de dire Beaux endormis, qui est pour Peggy un événement majeur dans l'histoire de la civilisation judéo-chrétienne, comme Proust l'a dit, comme Pierre Michon le dit. Eh bien, je vois d'où est venue l'origine d'Hugo. Par contre, là, le Sioran, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je le parsemais dans plein de spectacles. Des phrases drôles du type, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, n'importe laquelle, ne nous suicidons pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir. Alors tu vois, ça met une ambiance. Mais de là à faire un spectacle sur Sioran, c'était inenvisageable. Et puis par le biais des portraits, il y a un Sioran qui abandonne sa langue. Il y a un Sioran roumain qui peut-être d'ailleurs a voulu faire effacer, a voulu peut-être oublier ces délires de jeunesse dans laquelle il est rentré dans une exaltation d'insomniaque, c'est ces termes, où il s'est mis à croire à la grande Roumanie, ça vous y connaissez beaucoup mieux que moi. Et la garde de fer. Voilà, donc des gens complètement exaltés, bon, aux alentours de 20 ans, 22, 24, je sais pas, jusqu'en 40 peut-être. Moi, je ne suis pas un historien. Un peu avant, parce qu'il est arrivé en France en 37, 38. 38, donc, ouais. D'accord. Mais il est... Voilà, d'accord. Donc, et il s'est mis à abandonner sa langue. Et il s'est mis à accéder à la France par le génie de la nuance. Comme Nietzsche. Nietzsche qui dit « Il n'y a de psychologie qu'en France ». Croiser un Allemand peut retarder mon processus de digestion, dit Nietzsche. Il dit « Il n'y a de psychologie qu'en France ». Le génie de la nuance. Et le roumain, on peut peut-être contextualiser, exalté, qu'a cru au garde de fer, machin. Eh bien, il abandonne tout. Et il se met à devenir un fan du XVIIIe siècle. Et quand il écrit comme La Rochefoucauld. Et d'ailleurs, il aura attaqué tous les moralistes, sauf un, Pascal. Impossible à attaquer Pascal. Là, il dit, Pascal, on n'attaque pas Pascal. Mais quelqu'un qui dit, par exemple, juste une phrase. Madame de Dicourt, observe Saint-Simon, le grand idéal de Sioran, n'avait de sa vie dit du bien de personne qu'avec quelques mais terriblement accablants. Cette femme n'a jamais dit du bien sans ajouter mais. Et Sioran écrit merveilleuse définition non pas de la médisance, mais de la conversation en général. Et bien vous voyez, ça veut dire qu'il aime le 18e et il devient un homme qui, d'un état dépressif, pénible, parce que tout tourne autour de l'inconvénient d'être né, tu te rends compte qu'il a passé 40 ou 50 ans à tricoter, comme il n'a pas de transcendance, et qu'il dit de lui-même « Je suis un nihiliste à l'esprit religieux ». D'ailleurs, le journaliste américain qui est envoyé par le Times comprend pas très bien la phrase « Je suis un nihiliste à l'esprit religieux ». Ça, c'est un écho avec Flaubert. Je suis un mystique au fond, mais je ne crois à rien. Alors, Sioran va se mettre à vouloir cette camisole, il emploie ce terme, cette camisole de force qu'est le français, pour oublier la Roumanie. Et voilà. Vincent Trémollet, ce spectacle sur Sioran, ça vous a étonné par rapport à ce que vous savez de Fabrice Lucchini, dont vous avez vu tous les spectacles? J'ai vu tous vos spectacles, je crois, mais j'ai trouvé dans celui-là
les plaisirs de l'intelligence et de l'émotion, de la sensibilité qu'il y a dans tous vos spectacles. Mais là, c'est ajouté, à moi qui suis ignorant, le plaisir de la découverte, quand même, d'un auteur, de sa drôlerie. Et c'est la question que je voudrais vous poser, peut-être de l'intimité que vous avez avec lui. Je me souviens que sur Céline, vous aviez dit qu'en ouvrant Le Voyage au bout de la nuit, le passage où il se promène avec sa mère, vous vous étiez dit, ce passage a été écrit pour moi. Oui. Et on a l'impression que dans le désespoir qui devient drôle de Sioran, vous trouvez des résonances personnelles. Est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, le spectateur a l'impression que c'est un compagnon de route depuis très très longtemps. Parce que les immenses pessimistes, tu ne peux plus être déçu, tu comprends? Il est tellement négatif. Et moi, j'ai une nature tellement négative. Je suis négatif, quoi. C'est monstrueux. Je suis pas du tout, moi qui ai beaucoup lu Nietzsche, je n'ai aucune qualité nietzschienne. Je suis dans le ressentiment le plus absolu. Je suis dans les passions tristes et j'ai une passion pour la négativité parce que c'est plus drôle que les positives. Et comme on est dans une époque d'imbécilité positive, comme dirait Muret, cette phrase merveilleuse. À mon avis, il a dit « Ils ont fait de nous tous, des déambulants approbatifs. » Alors ça, tu comprends, c'est sublime. Nous sommes des déambulants. C'est-à-dire que vous avez remarqué, on erre par groupe et tout le monde adore ce qu'on leur montre. Ils admirent n'importe quoi et on est ahuri. Puis maintenant, bon, on ne va pas revenir là-dessus parce que là, on est arrivé dans le grand degré bon, voilà. Donc... Et donc l'anomalie, c'est Victor Hugo, qui est un optimiste, un lyrique. Vous avez remarqué que j'ai pris le Hugo dépressif, quand même. Pas que. Oui, mais le début. La perte de l'enfant. Oui, bien sûr. Léopoldine. Il est poignant, oui. Et là, je suis obligé de vous rendre hommage. Ça vous gêne? Bah oui, parce que je n'aurais jamais trouvé la fin de mon Sioran si vous n'étiez pas venu me faire un interview. Et là, je vous ai pas dit que j'étais un nihiliste à l'esprit religieux, mais je vais le raconter aux auditeurs, puisque je le dis tous les soirs au théâtre. C'est vrai que Jean-Christophe Buisson vient à la gentillesse de venir dans ma petite maisonnette, enfin maisonnette quand même, hein, ma maisonnette à Montmartre, mais dans le Montmartre très populaire, à côté de Saint-Ouen, mais qui exagère un peu. Mais en tout cas, vous êtes venu... Quelques centaines de mètres, quand même. Oui, je suis dans le vrai 18e populaire. Non, parce que... Voilà, oui, non, mais vous n'êtes pas dans le 18e bobo, voilà. Je confirme. Oui, vraiment. C'est là que je suis né. Je suis né rue Ramet. Et alors, en partant, je voulais aller me laver les mains. Je lui dis, Jean-Christophe, ouvrez à n'importe quelle page. Il ouvre mes cahiers qui sont constamment sur la table. Et il voit écrit, noir sur blanc, une phrase très bête de Sioran. Parce que Sioran, je l'adore, mais il y a quelques moments, il y a des pauses, il y a du génie, enfin du génie, peut-être pas. Je ferai une parenthèse, vous savez, et après je reviens à l'histoire, parce que moi, il faut que je fasse gaffe. Mais vous connaissez la merveilleuse phrase de Mallarmé sur Rimbaud. Mallarmé écrit « Rimbaud, ce passant considérable ». Ce passant considérable. Alors, Sioran, c'est pas un passant considérable, c'est un piéton badaud métaphysique qui va tellement mal qu'il erre entre la place Sulpice, le Luxembourg, et comme une... Et il aime les anecdotes. Alors ça, c'est une chose que j'adore. Il n'est pas anecdotique, mais il adore les anecdotes. Et, t'as vu, je reviens à mon truc, je vais aux toilettes me laver les mains, et je lui dis, ouvrez le livre, Jean-Christophe. Et il tombe sur une phrase bizarre de Sioran qui dit... Ce matin, j'ai visité la maison de Victor Hugo, place des Vosges. Je n'ai aucune envie de savoir pourquoi rien ne m'intéresse dans cet homme, ni son œuvre, ni sa vie. Je dis, merde, c'est extraordinaire. Mais j'ai la fin de mon spectacle parce que j'étais pas prêt encore à ce moment-là. Parce que, évidemment, qu'il ne peut pas accepter ce... C'est bizarre. Lui qui a analysé tout, qui passe son temps à essayer de comprendre qui il est. Juste une phrase pour donner l'ambiance. Vivre, c'est perdre du terrain. Et il y en a une autre terrible. Dire que tant et tant on réussit à mourir. Presque jaloux. Non, mais vous vous rendez compte, cette phrase? Dire que tant et tant on réussit à mourir. Donc ce bonhomme passe son temps à aller mal,
allait très 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 mal. Et évidemment, dernière anecdote, on n'y peut rien, ne cessait de répondre cette nonagénaire. Et tout ce que je lui disais, elle répondait, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Dans l'espoir de lui arracher quelque autre réponse, je continuais avec mes appréhensions, mes plaintes, n'obtenant d'elle que le sempiternel. On n'y peut rien, on n'y peut rien. Je finis par en avoir marre, je m'en allais, irrité contre moi, irrité contre elle. Mais quelle idée de s'ouvrir à une imbécile. Mais en sortant, une fois dehors, revirement complet. Mais la vieille avait raison. Comment n'ai-je pas saisi immédiatement que sa rengaine renfermait une vérité la plus importante, sans doute, puisque tout ce qui arrive la proclame et que tout en nous la refuse. Non, mais c'est un moraliste. Eh bien, pourquoi il a dit du mal d'Hugo? Il a tort. Il a tort parce que quand je fais la fin de ma lecture sur les 2 portraits, Talleyrand, le diable boiteux, et Robespierre, là, Par Hugo, donc. on a envie de lui dire, on t'aime. Vous savez pourquoi il ne voulait pas qu'on l'appelle Émile Cioran? Parce que Émile, il pensait que ça faisait apprenti coiffeur. Ouais. Alors moi, je suis bien placé pour vous dire que c'est vrai qu'on m'a changé de prénom, parce que je m'appelais Robert et qu'on m'a mis Fabrice, parce que la bourgeoisie trouvait que Robert était vulgaire, parce que c'est une bourgeoisie peu cultivée, pas comme nos lecteurs du Figaro qui savent qu'il y a Robert de Saint-Lourd, il y a plein de Robert sublimes. Robert de Montesquieu. Non, ça veut dire que Robert et Émile sont des prénoms d'apprentis coiffeurs. Oui. Oui. Et donc, il a plus voulu qu'on l'appelle Émile Cioran, et il a voulu qu'on l'appelle Cioran. Et quand on lit ces 2 portraits d'Hugo, enfin, je ne pourrais pas jouer l'un sans l'autre. Et c'est pour ça que je joue une fois par semaine, et 2, et le Hugo est immense. Et lui, Cioran, c'est une musique de chambre. Vous savez, Nietzsche dit cette phrase merveilleuse. Ils ont inventé, les Français, cette musique de chambre unique dans l'histoire de la civilisation. Ça s'appelle la psychologie. Les Allemands sont incapables. Stendhal est une invention française. Il ne pourrait pas y avoir l'équivalent d'un Stendhal. Et c'est pour ça qu'il déteste Flaubert en disant... Parce que Flaubert a dit « Je n'écris je n'écris bien que quand je suis assis ». Et lui a répondu « Cul plombé, moi je n'écris que quand il y a une force musculaire qui m'envahit. Et là, mes pensées sont bonnes que si elles sont le produit de ma force musculaire. Toi, tu es un cul plombé. » Donc il a... Vous savez, là, comment il s'appelle et après, je vous laisse parler quand même, parce que je me lance dans des trucs, moi. Mais comment il s'appelle? Léoto. Léoto, malgré mes antidépresseurs, ça continue à fonctionner. Léoto disait je hais Flaubert et j'adore Stendhal. Enfin, la haine de Flaubert de Léoto est délirante. Moi, j'adore Flaubert et je me sens même plus proche de Flaubert que Stendhal. Mais je connais moins bien Stendhal, mais je suis fou de Flaubert et ils n'ont pas compris que... Enfin, peu importe. En tout cas, vous avez compris la fluidité, Nietzsche qui était fou de Stendhal. Eugénie, qui est une grande admiratrice de Flaubert par ailleurs. Ce spectacle. Et moi, ce que j'ai particulièrement apprécié aussi dans ce spectacle, c'est que vous nous faites découvrir Cioran, mais aussi d'autres personnages, et notamment une femme que je ne connaissais pas, Madame de Genlis, qui était une grande salonnière du 18e, femme de lettres, moraliste quelque part, grande épistolière, et dont à laquelle Cioran a évoqué dans son anthologie du portrait. Et vous racontez le portrait qu'elle-même fait de Rousseau, qui est absolument extraordinaire. Et je me suis demandé justement, en vous écoutant parler de ces salons du XVIIIe siècle, et même de l'amour qu'a Cioran pour ce XVIIIe siècle, si vous-même, Fabrice Lucchini, n'étiez pas un homme du XVIIIe siècle au fond. Égaré au XXIe. Égaré au XXIe, c'est-à-dire un homme qui avec ce siècle de la langue, des salons, d'une légèreté teintée finalement d'ennui et de passion, de l'extrême sophistication. Je trouve que j'ai une révélation pendant ce spectacle. Je me suis dit, Fabrice Lucchini est un homme du XVIIIe siècle. En tout cas, c'était un siècle sans Bourdieu. Oui, ça c'est sûr. Bourdieu, en gros, c'est l'homme qui dit qu'il n'y a que dominant-dominé et qu'on est dans des habitus de classe. Hein.
moi, manque de bol, il s'est planté pour moi, même s'il intègre les exceptions. Parce que moi, je viens d'un milieu où on mangeait sur du formica, et la thèse de Bourdieu, c'est qu'on bouffe que sur du formica quand on a connu du formica. Sauf que moi, j'adorais le formica, parce que c'était lié à ma maman. Il était bleu clair, mon formica. Mais je suis devenu apprenti coiffeur à 13 ans et demi. Je ne vais pas le raconter, ça fait des 1000 fois que je le raconte. Et puis un jour, on a demandé à Jean d'Ormesson, mais vous êtes né avec une cuillère dorée dans la bouche, et tandis que Lucchini, sa maman était femme de ménage, ce qui est vrai, et je viens d'un milieu extrêmement simple et modeste, avec l'amour que je porte à ma mère, parce que c'est elle qui m'a emmené, pas dans n'importe quel salon de coiffure, elle a trouvé l'avenue Matignon, comme si elle avait compris qu'il fallait un transfuge de classe très vite. Au lieu de m'emmener tout de suite où j'habitais, c'est-à-dire rue Ramet, pas loin de la Goutte d'Or, elle s'est dit non, je vais l'envoyer dans le 8e, près du Figaro, et je vais même faire une confidence. Elle a été femme de ménage dans le bureau d'une grande plume du Figaro. Et j'en fais pas une... Vous savez, il ne faut pas non plus faire « je viens d'un milieu ». Vous avez remarqué, maintenant, tous les acteurs disent « mais moi, je viens d'un milieu très, très pauvre, encore plus pauvre que toi ». Non, moi, c'est plus pauvre. Mais moi, je suis né dans le 94, 93. C'est le quartier. Oh non, moi, je suis né... Non, et tout le monde est né, mais de plus en plus bas. Alors, le mec oserait dire « je suis né dans le 16e ». Oh, saloperie, là. Donc, moi, je suis vraiment né rue Ramet, entre la Goutte d'Or et Jules Geoffrin. Et le 18e. Le 18e. Arrondissement, siècle. Alors, je suis né dans le 18e. Et vous me dites que vous avez rejoint le 18e. Je suis... En tout cas, disons que ce qui m'amuse, peut-être, c'est la brutalité de l'entreprise destructrice de notre époque. Ça, Flaubert en parle très bien. Sans faire l'intello qui souffre, que personne ne lit, tout ça. Je n'ai pas du tout envie de rentrer dans le passéisme. Mais... cette promenade même pour venir ici au Figaro, je ne vais pas revenir à mes thèmes obsessionnels, mais comment ça se fait que toute l'énergie psychique est absorbée par ces portables? Toute l'énergie. Alors c'est certainement qu'à Madame du Défend, il y avait de la conversation. D'ailleurs, il le dit, le siècle, il parle exactement de ce que vous dites, Eugénie. Le siècle le plus français est certainement le 18e. C'est le siècle devenu univers, c'est le siècle de l'intelligence en dentelle, de l'artificiel agréable et beau. C'est aussi le siècle qui s'est le plus ennuyeux. C'est aussi le siècle qui s'est le plus ennuyé, qui a eu trop de temps, qui n'a travaillé que pour passer le temps. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il écrit admirablement. Mais vous savez, quand vous parlez à un mec dans la rue, alors qu'est-ce que tu fais? Oh, je vais à la piscine, il faut bien passer le temps. Tu te dis, mais c'est un philosophe, ce bonhomme. Grâce à Sioran, c'est ça le génie de Sioran, c'est que la banalité de notre quotidien devient une porte ouverte à la métaphysique, au néant, au rien, à Dieu, à l'absence de Dieu. Et il dit de Madame du Défend, et j'ai caressé ce merveilleux labrador, et Madame du Défend est une femme, alors je reparlerai de Madame de Genlis, est une femme qui a perdu la vue à 50 ans. C'est une femme merveilleuse. Et elle était tellement admirable et intelligente que Voltaire a écrit d'elle « l'aveugle la plus clairvoyante que j'ai rencontrée ». Et pourquoi il aime autant cette femme? Et après, je reviens à Madame de Genlis, parce que... elle écrit, c'est très étonnant, je ne trouve en moi que le néant. C'est très pascalien. Je ne trouve en moi que le néant, et il est aussi mauvais de trouver le néant qu'il serait en soi, qu'il serait heureux d'être resté dans le néant. Donc c'est des gens, Sioran, ça te fait marrer, mais ils aiment le néant, ils auraient voulu pas en sortir. C'est très étonnant comme position dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais revenir au néant. Et toi? Moi, je m'emmerde, alors j'aimerais mieux le néant. Et comme toute notre vie, et pour échapper à cette question, les gens qui chassent, les gens qui pêchent, les gens qui refont... Parce que je me suis beaucoup posé la question de la retraite. Comment les gens gèrent la retraite? Comme on va pas dire le mot gérer parce que c'est pas beau. Mais comment les gens négocient la retraite? Alors le premier mot, c'est les enfants, les petits-enfants. On dirait que ça les rebooste complètement. Hein, parce qu'ils veulent être à la retraite. Mais moi, par exemple, à 73 ans, c'est pas bon pour moi, la retraite. Donc c'est pour ça que je continue modestement. Et maintenant, j'ai essayé de vous parler quand même de la vraie personne, c'est Madame de Genlis. De Genlis.
Donc, elle a été la maîtresse de... Il vient du Philippe et l'égalité. Oui, mais un truc plus De- concret que Philippe Égalité. Le duc de Chartres, mais c'est Duc la de même chose. Chartres. Oui. Ah ben, C'est non, la même chose. on avance C'est un pas, Orléans, non. quoi. Mais- Orléans. Ah ben voilà. Duc d'Orléans, mais Orléans, on voit qu'il. Bon, d'accord, on voit un peu mieux. Ça a été... Après Orléans, il y a eu qui avant Napoléon III? avant Napoléon III, il y a eu Non, Louis-Philippe. Non, Il y a eu... elle a été la maîtresse de ce duc d'Orléans-là, qui deviendra Philippe Égalité et qui sera Vous votez guillotiné, et elle a élevé ses enfants. Et parmi les enfants de Philippe Égalité se trouve le futur Louis-Philippe, roi des Français en C'est 1830. elle qui l'a élevé. Bien sûr. Eh bien, cette femme, elle a fait ce Extraordinaire. portrait. Ça me rassure parce que ma fille, c'est le seul moment où elle a décroché complètement. Elle me dit Jean-Jacques Rousseau. Je dis mais Jean-Jacques Rousseau, ça obsède les gens qui viennent me voir parce que Rousseau, c'est en gros, c'est le héros des révolutionnaires. En un mot, c'est la société est mauvaise et ça a rendu l'homme mauvais. Parce que si la société n'était pas mauvaise, l'homme serait merveilleux. Donc, évidemment, Parce qu'il est naturellement bon. il est naturellement bon. Donc ça a détruit Freud, ça détruit Nietzsche, ça détruit Sioran, puis ça détruit Schopenhauer, ça détruit les grands pessimistes. Bon. Alors, vous voulez que je vous le fasse en résumé, comme Oui. chez Finkielkraut? Ah bah oui. Ah non, non. Plus de Un temps. peu plus. Ah oui. Un peu plus Avec un développé. peu de la En langue. prenant votre temps, quoi. Ah bah c'est merveilleux. Parce que Madame de Genlis, juste pour préciser, et ce que vous dites dans le spectacle, elle a vécu 40 ans avant la Révolution. 1789. Et 40 ans après, cette longévité qui lui permet d'avoir aussi bien connu Rousseau que Louis-Philippe, roi des Français. Alors c'est impressionnant parce que c'est une langue, je vais vous le dire avec tout le respect que j'ai pour elle, c'est pas une grande langue. C'est pas Saint-Simon. C'est marrant, c'est pas Saint-Simon, Madame de Genlis. C'est une langue assez plate, Simple. simple, narrative. Pourquoi je gueule? Narrative. Tu veux le texte? Bah Un oui. petit bout. Bah oui. Rapidement. Le début. Jean-Jacques Rousseau venait presque tous les jours dîner chez nous. Et je n'avais remarqué en lui, durant 5 mois, ni susceptibilité, ni caprice, lorsque nous pensâmes nous brouiller pour un sujet bizarre. Bon, je vous fais un petit raccourci, puis je reviens au texte. Il adorait une sorte de vin qui s'appelle le vin de Sillery. C'est un vin couleur pelure d'oignon. Un vin de couleur violette, en gros. Hein. Ça, c'est moi qui parle, c'est plus elle. Hein. Couleur d'oignon, l'oignon, c'est quelle couleur? Il y a plusieurs couches. Donc, Ah bon, Pas de alors marron, disons, violet. qu'est-ce que blanc, vous diriez un peu. comme couleur? Moi, j'avais pensé plutôt à du marron, mais. Du marron. Ça, c'est un vin couleur marron. Moi, je suis complètement Genre un Pinot, quoi. démocrate. Tu veux marron, je te mets du marron. Très bon alimenteur. C'est comme ça que j'imaginais. Tu veux marron, ben, on prend du marron. Alors, mon mari, Monsieur de Genlis, parce que je commence à le savoir par cœur, Monsieur de Genlis lui a proposé de lui en envoyer quelques bouteilles. Jean-Jacques Rousseau a dit, écoute, ça me ferait très plaisir. Là, je vais vous faire de la langue moderne, et puis je reviens à la langue du 18e. Eh bien, ça me ferait très plaisir que tu m'envoies 2 bouteilles. Hein. Et il n'a pas entendu ça, Monsieur de Genlis, le mari. Il lui a envoyé 25 bouteilles, ce qui a rendu hystérique Rousseau, parce qu'il trouvait ça épouvantable qu'on lui envoie 25 bouteilles. Moi, j'ai demandé à Patrick Dandré, grand spécialiste, Ouais, bien sûr. est-ce que c'est une faute d'envoyer 25 bouteilles? Et il me répond, au 19e, ça aurait été une faute, pas au 18e. Et là, j'ai trouvé ça génial. Donc, au 18e, 25 bouteilles, c'est bien. Au 19e, c'est pas bien. C'est vrai que 25 bouteilles, tu sais plus où les foutre. Tu vois, 25 Oui, bouteilles. mais de il pense pinard. lui faire plaisir quand même. Il pense lui faire plaisir, Ouais. mais ça le rend hystérique. Il le hurle. Je ne vous référerai plus jamais de ma vie. Vous êtes une horreur. Je ne supporte pas. J'ai appris qu'en réalité, il ne supportait pas d'être pris pour un pauvre. Voilà. Et il a cru qu'on lui faisait. Bon, alors. Monsieur de Genlis dit à Madame de Genlis, écoute, puisque vous n'êtes pas complice de mon impertinence, Jean-Jacques Rousseau, peut-être en faveur de mon innocence, dit Madame de Genlis, pourrait consentir à revenir. Je comprends pourquoi vous aimez cette langue. Pourrait consentir à revenir. T'as vu, c'est étonnant. Pourrait consentir à revenir. Ça a l'air de rien, mais C'est beau. il consent à revenir. C'est-à-dire à redevenir copain. Consentir à revenir. Copain, compagnon, ça veut dire celui avec Les qui on copains. partage le pain. Voilà. Nous l'aimions et nos regrets étaient sincères. J'écrivis donc une assez longue lettre que j'envoyais avec 2 bouteilles de ce vin. Alors, il s'avère que Jean-Jacques Rousseau se laissa toucher. Il revint, il eut beaucoup de grâce avec moi, mais il fut glacial avec mon mari. Ça, il ne lui a jamais pardonné. 2 mois après, figurez-vous, Eugénie Bastier, Monsieur de Sauvigny, grand auteur de la Comédie Française, qui est un grand ami de Rousseau et des grands amis de Madame de Genlis, oui, donna à la Comédie Française une pièce intitulée Le Persifleur.
Jean-Jacques Rousseau nous avait dit qu'il n'allait point au spectacle, qu'il évitait avec soin de se montrer en public. Mais comme il paraissait aimer beaucoup Monsieur de Sauvigny, je commence à comprendre pourquoi il y a une langue. J'ai cru qu'elle était plate, je me suis trompé. Elle est précise, elle n'est pas musclée, mais elle est belle. C'est une belle langue, vous aviez raison. Et efficace. Elle est efficace, tu dirais? Ah oui. Je le pressais donc de venir... Alors, je savais qu'il paraissait aimer beaucoup Monsieur de Sauvigny. Je le pressais de venir avec nous à la première représentation de cette pièce. Et il y consentit. Et il y consentit. Parce que d'abord, on m'avait prêté une loge grillée. Une loge grillée. Une loge grillée, tu sais, une loge où tu vois le public, mais le public ne te voit pas. Une loge grillée. Ils sont adorables, ils me regardent. Une loge grillée. Vous avez compris? Excusez-moi, je vous tourne le dos, mais je ne peux pas. Une loge grillée, d'accord. Et il y consentit. Et en plus, il y avait un escalier personnel. Donc le Jean-Jacques Rousseau, il a beau être le moteur de la Révolution française, il aime bien les privilèges parce qu'il veut bien venir que parce qu'il y a un petit escalier perso. Je le comprends. Une petite parenthèse. Vincent Trémolet me disait, mais est-ce que c'est lourd la notoriété de ça? J'ai dit, écoute, on va quand même pas se plaindre, comme dit Belmondo, c'est quand plus personne te prend en photo qu'il faut commencer à s'inquiéter. Mais il y a un avantage. Indépassable, tu as toujours une place au restaurant. Et ça, c'est pas nul. C'est-à-dire qu'on trouve une place. Ah, mais n'importe qui, hein. Comme disait Finkielkraut, à la grande époque, c'était l'excellence qui créait la notoriété, et maintenant, c'est la notoriété qui crée l'excellence. Donc, on revient à Madame de Genlis. Donc, il fut convenu que je le mènerais à la Comédie, et que si la pièce avait du succès, eh ben, nous sortirions un petit peu avant l'entracte, et puis nous dînerions ensemble. Nous arrivons... Alors là, il vient à la maison vers 5 heures, et nous nous retrouvons dans la voiture. Et là, Rousseau me dit en souriant, et ça, alors là, vous avez raison, me dit en souriant que j'étais bien paré pour rester dans une loge grillée. J'adore cette phrase. Je vous trouve bien paré. La prochaine fois, vous direz, vous, aux femmes avec qui vous êtes, je vous trouve bien paré pour aller au Figaro. Bien paré. Et moi, je lui répondis sur un ton très simple que je me suis paré pour vous. C'est génial. Je me suis bien paré pour rester dans une loge grillée. Mais Madame de Genlis répond, je me suis paré pour vous. Tu vois la qualité de rapport des gens à cette époque-là, quand même. Hein, c'est, oh, tu t'es pas maquillé, oh, t'as une gueule de cul. Hein. Mais oh, j'ai pas eu le temps de me maquiller. Enfin, l'appareil, c'est se mettre une fleur dans les cheveux, par exemple. Eh bien, alors, il le dit, cette parure, t'as vu, paré, t'as bien paré pour rester dans une loge grillée. Ben, je me suis paré pour vous. Ma parure consistait à être coiffé comme une jeune personne. J'avais des fleurs dans les cheveux, enfin, j'étais mise tout simplement. Bon, nous arrivons à la Comédie, là je vous passe les détails, et là, la première chose que fait Madame de Genlis, pour être en cohérence, elle baisse la grille pour que personne ne le voie. Et là, comme un fou, il l'empêche de baisser la grille, et il commence à se battre. Et tellement il se bat que tous les gens dans l'orchestre disent « Regardez, il y a du bordel de ce côté-là. » Bon. Et puis arrive le début, avant le début du spectacle, elle dit, bon, ne l'énervons pas, surtout qu'il dit, moi je ne veux rien, je me placerai, dit Jean-Jacques Rousseau, derrière votre mari, je ne veux rien d'autre. Et la découverte, elle s'aperçoit que pendant la représentation, Jean-Jacques Rousseau, entre les deux, fait un regard vers le public. Et là, Madame de Genlis dit, mais vous êtes fou. On vous a reconnu, mon Dieu, on vous a reconnu. Pas du tout, dit Jean. Et on entendait, il y a Rousseau, il y a Jean-Jacques Rousseau, vous avez vu, il y a Jean-Jacques Rousseau. Bon, heureusement, ça se tait, le spectacle commence, c'était merveilleux, et la phrase est merveilleuse, on leva la toile, le spectacle commença, je ne fus plus occupé que de la pièce qui réussit complètement, écoutez cette phrase qui plaît à Eugénie, on demanda à l'auteur à plusieurs reprises. Enfin, son succès n'eut rien de douteux. C'est merveilleux. Ouais. Son succès n'eut rien de douteux. Bon, les gens, ils vont se dire, qu'est-ce que ça veut dire douteux? Non, il n'y a aucun doute sur son succès. Faites un effort. Nous sortîmes de la loge.
Jean-Jacques, excusez-moi, je ne vous regarde pas, mais je suis avec vous. C'est comme dans les tables avec Victor Hugo, je suis en présence avec vous. Nous sortîmes de la loge. Il avait une sa figure était sombre à faire peur. Je lui dis que l'auteur devait être bien content, que nous allions passer une jolie soirée. Ça se passe très mal. Le mari veut le laisser passer pour qu'il rentre dans la voiture de Madame de Genlis. Et là, tout d'un coup, Rousseau, sans répliquer, fit la révérence, nous tourna le dos et disparut. Monsieur de Sauvigny, qui est un mec génial, parce qu'il passe son temps entre les Genlis et Madame et Rousseau. Ouais. Monsieur de Sauvigny, qui en plus de sortir sa pièce, quand même à la Comédie Française, comme ils n'ont pas de portable, il ne peut pas dire « Eh ben alors Jean-Jacques, qu'est-ce que tu déconnes ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Jean-Jacques ?» Et là, il est obligé d'y aller, parce qu'il n'y a pas de portable. Donc ça l'occupe. C'est merveilleux. Oui. Et plus on aura de la modernité, plus les gens seront face à notre néant, à notre vide, comme le dit machin. Donc le lendemain, Monsieur de Sauvigny, chargé par nous d'aller à l'interroger sur cette incartade, fut étrangement surpris lorsque Jean-Jacques Rousseau lui dit avec des yeux étincelants de colère qu'il ne me reverrait plus jamais de sa vie. Parce que je l'avais mené à la Comédie que pour le donner en spectacle, pour le faire voir au public comme on montre des bêtes sauvages à la foire. Monsieur de Sauvigny répondit d'après ce que je lui avais conté la veille que j'avais voulu baisser la grille. Jean-Jacques Rousseau dit que non, je l'avais très faiblement proposé. Mais je lui dis aussi qu'une loge grillée, une loge prêtée n'est pas une loge de choix. Il lui dit... Vous ne pouvez pas m'accuser puisqu'on m'a mis dans cette loge, mais c'est pas à moi. Et il n'entend rien. Il dit vous êtes des... Enfin, il dit pas vous êtes des merdes, mais il dit je vous merde, vous êtes des merdes, cassez-vous, en langage contemporain. Et elle dit ce récit me choqua tellement de mon côté, je ne voulus pas faire la moindre démarche pour ramener un homme si injuste à mon égard. Et c'est là où c'est un peu explicatif, mais merveilleux. D'ailleurs, il m'était prouvé qu'il n'y avait nulle espèce de sincérité dans ses plaintes. Le fait est que dans l'espoir d'exciter une vive sensation, il avait voulu se montrer et que son humeur n'était causée que par le dépit de n'avoir pas produit plus d'effet. J'adore la dernière phrase. Ouais. Je ne l'ai jamais revu depuis. Et vous savez ce qu'a été la révélation, et ça je le dois à son émission, parce que Voltaire a Jean-Jacques Rousseau a écrit « Et nous aimerions autant ne pas être, que de n'être pas regardés. » C'est Rousseau qui écrit ça. Parce alors, que moi, et il a écrit ça. Il sait de quoi il parle, en l'occurrence. Alors, ce qui est merveilleux, c'est... J'ai demandé à Patrick Dandré, mais c'est un portrait à charge. Est-ce qu'il est possible qu'un mec du niveau de Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit les Confessions, qui a écrit Rêverie du promeneur solitaire, comme un couillon, un peu comme les Deschiens, tu sais, entre François Morel et qui se mettent au milieu, eh bien, manifestement, Patrick Dandré m'a dit, il était terrible au niveau psychologique. Il m'a résumé cette phrase par un mot, c'était un misanthrope assoiffé de reconnaissance. Et c'est la phrase de Nietzsche. Oui. J'ai cru voir de grands hommes et je n'ai vu que des singes de leur propre idéal. Oui. Ce qui est incroyable, c'est la drôlerie des textes de Sioran. Et les textes qu'il reprend et ces portraits-là qui sont drôles. C'est même à se demander s'il n'a pas trouvé un tel ressort comique dans le désespoir qui va au bout à chaque fois en se moquant un peu du monde. C'est-à-dire que c'est une technique, non? Ah oui, vous voulez dire en gros... les phrases quand il rencontre le comptable, par exemple, il y a un comptable dépressif. Tu t'imagines, pour qu'il le définisse comme dépressif, c'est que le comptable, il doit y être vraiment, tu vois. Le mec a passé 50 ans de sa vie à écrire L'inconvénient d'être né, Syllogisme de l'amertume, sur les cimes du désespoir, et il trouve un comptable encore plus flippé. Il a 75 ans, il se plaint constamment, et le pauvre Sioran lui dit en passant dans l'escalier... Oh, mais il faut prendre les choses avec philosophie. T'imagines, s'il en est réduit à ce lieu commun, alors qu'il a été prof de philosophie quand même. Il a fait une thèse qu'il n'a jamais accomplie sur Nietzsche et Kierkegaard. Et là, il regarde cet homme et il dit, il faut prendre les choses avec philosophie. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que le comptable répond obligatoirement. Et il a rajouté, Sioran, de l'importance des adverbes. T'imagines le dialogue à la Beckett? Et le passage que vous citez dans le spectacle sur la nullité. Est-ce que vous pouvez nous dire
L'ennui, Ah oui. La définition de l'ennui. la Oh, là, c'est la définition plus de belle des l'ennui choses. avec l'usage du mot nul, Alors- dont il voit l'effet comique, évidemment. Alors, l'ennui, Madame Dudéfend a pratiqué l'expérience la plus terrible qui existe, qui est celle de l'ennui. S'ennuyer est pire que de peiner, dit Sioran, parce que là j'ai intérêt à bien préciser, même au fond d'une mine. Tu vois, il va loin hein, en ce moment. S'ennuyer est pire que peiner, même au fond d'une mine. S'ennuyer, écrit Sioran, c'est enregistrer la nullité de chaque instant avec la certitude que le suivant sera pire encore. Et ça continue avec Pascal. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son vide. Incontinent, des cons qui m'ont dit incontinent, tu crois qu'il fait pipi, mais incontinent, c'est un terme sublime de Pascal. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, le chagrin, le dépit, le désespoir. Mais c'est pour ça que jamais Sioran a attaqué Pascal. Mais c'est assez beau, hein, le mot ennui. Elle a tellement connu l'ennui, Madame Dudéfend, et l'ennui, c'est enregistrer. Pourquoi il y a des portables? Pourquoi? Moi, j'en suis une victime. Parce que le portable est une réponse illusoire, mais assez efficace dans la seconde, où, à la seconde où tu dis s'ennuyer, c'est enregistrer la nullité de chaque instant. Boum! T'as le portable, tac, tac, tac. Tu vois une femme qui danse comme ça. Après, boum, t'as Cahuzac qui dit ouais, Marine a déconné. C'est plus t'en es, Cahuzac, Marine Le Pen. Après, t'as James Bond qui fait le bougoulou. Après, t'as Mélenchon qui dit c'est scandale qu'on l'attaque. Après, t'as une femme qui dit moi, yoga, toujours, je n'ai plus de sangle abdominal. Après, tu passes encore plus loin. Et puis, t'as une chanteuse qui dit j'étais un homme, mais maintenant, je suis vraiment un transgenre. Donc, tu sais plus. Et puis, parce que s'ennuyer, c'est enregistrer la nullité de chaque instant, et avec la certitude que l'instant suivant sera pire encore. Et le portable, c'est la manière tragique dont ils nous ont niqués. Parce qu'ils savent qu'à travers ça, pendant quelques secondes, on va... Et c'est pour ça que quand vous venez au Figaro, il n'y a plus une personne qui marche normalement. Alors moi, ma compagne, mon épouse m'interdit de mettre le portable en marchant parce que des fois je lui dis tiens, j'appellerais bien Maxime Catrou. Non, pas dans la rue, Fabrice. Parce qu'elle me limite. Je serais prêt à donner des coups de fil comme les cons, moi. Et en stéréo. Alors, Maxime, tu vas bien? Et t'entends, ouais, mais ça va. Et t'entends. Et surtout quand je suis au premier étage du Flore, les étrangers, c'est pire. Je parle des étrangers riches, hein, qu'on m'attaque pas, que la France Insoumise ne m'attaque pas. Les étrangers riches, ceux qui sont là. Ah bah, eux, ils mettent en stéréo, hein. Comme ils se font chier tellement à errer comme des déambulants approbatifs, et ben on entend, moi les gars, c'est déjà du Japon, ils se répondent. Et puis ils mettent le Flore comme ça, la petite tasse. Moi, j'adore le japonais. J'adore, c'est organique. Tu sais, mon prof de théâtre, en coché Odette Lord, disait qu'il fallait travailler le hara. Le hara, c'est l'endroit où les grands japonais travaillent. Je fais rire Eugénie Bastille aux larmes. On se croirait dans un salon de Madame Dudéfend. Tu vois, je suis devenue Madame Dudéfend, c'est ahurissant. Voilà. La disparition du silence est un indice annonciateur de la fin, disait Sioran. Et c'est ça le portable. Bien joué. Tout ce qui vit fait du bruit. Quel plaidoyer pour le minéral. Eugénie. Non, mais au-delà du pessimisme et de la drôlerie, ce que vous partagez avec Sioran, c'est aussi la capacité d'admiration. C'était un grand admirateur, comme vous. Oui. Vous êtes un grand admirateur, vous savez nous faire partager vos admirations. Ouais, ouais, Est-ce que ce n'est pas un point commun fondamental que vous avez avec Sioran, cette capacité d'aller chercher des auteurs, de les faire partager, de les faire aimer? Ça m'a frappé dans le spectacle. Enfin, je pense que c'est un point commun. Vous êtes des pessimistes admirateurs. Ah oui, ça me touche beaucoup. C'est mieux que déambulant à propos. Ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que je ne veux pas faire, mais on a besoin du retour.
Le métier de comédien tâtonne derrière le numéro un peu hystérique comme ça, où on s'amuse ensemble. Mais mon métier, c'est de tâtonner. Je ne sais pas où j'allais, là. Surtout, je l'ai joué 4 fois. Il va s'élaborer, il va, comme a dit très bien Vincent Trémollet de Villers, ça s'organise avec le public. Je vois ce dont ils sont capables de recevoir. Je sais que, par exemple, vous avez trouvé qu'il y a trop la notion d'ennui. Donc, je pense à vos observations. Je ne suis pas du tout arrogant et je pense que les critiques, bon, j'ai du bol, elles sont merveilleuses, donc c'est facile de les écouter. Mais vous aviez conscience de cette puissance comique de Sioran quand vous avez construit le spectacle? Vous vous rendez Non, compte pas du tout, mais là, j'ai un peu mis la pédale, parce que là, ça devenait... Là, maintenant, je suis un peu plus austère quand j'arrive. Même au-delà de ce que dit Jean-Christophe. Et alors, je vous réponds. Et alors, on va mêler les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, avec un spectacle qui est fondé sur le néant, le désespoir et l'ennui, les spectateurs ressortent avec une joie pleine, et qui n'est pas une joie mauvaise? C'est-à-dire que c'est pas une espèce de ricanement dans le ricanement. Ouais. Ah, ça n'a rien à voir avec le ricanement. C'est réjouissant. Alors que Sioran soit réjouissant, c'est pas évident au départ. Eh ben, intrinsèquement, il est réjouissant. Regardez, Vincent, et après je réponds, parce que Eugénie, quand même, je ne vais pas mettre de côté ce compliment, parce qu'il me touche énormément. Et je vais essayer de répondre. Je vais répondre à Eugénie, je vous réponds tout de suite, Vincent. C'est l'homme politique. C'est l'heure de vérité, un peu, tu sais. François-Henri de Virieu. Je vous réponds directement. Vous savez... les yeux dans les yeux, Fabrice. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais... Bon, alors... Non, mais je l'aime beaucoup. Moi, je ne juge pas les gens. Je sais même que je l'ai croisé Cahuzac et j'ai été lui serrer la pogne. Il n'en revenait pas que quelqu'un lui dise bonjour. Moi, je ne suis pas un censeur. Il n'y a pas marqué proviseur. Ce n'est pas mon métier de juger les gens. Mais écoutez ça et après, je vous réponds. Et là, c'est normal que ça fasse rire. 2h du matin, dit Sioran, 1966. J'ai dîné chez des amis à Montmartre. La concierge faisait le service. J'ai parlé tout le temps comme un hystérique pendant 4 heures. La concierge a dit à la maîtresse de maison quel homme intéressant. Là-dessus, j'ai dit à la maîtresse de maison je veux l'épouser. La concierge qui est mariée m'a lancé un regard nostalgique en partant. Ça s'appelle sans commentaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est une nouvelle en... Vous savez, après je vous réponds oui. Alors, s'il admire, et juste très rapidement, j'ai encore 1 minute. Mais oui. D'accord, puis on fera plus long que d'habitude. Bah oui. Oui, parce que Eugénie Bastier, Vincent Trémollet et Jean-Christophe Buis sont réunis avec un public d'une qualité. Je vous le dis, vous n'avez pas payé, donc j'ai aucun intérêt. Vous êtes venus gratos. J'ai mon monsieur à qui je pense beaucoup avec le Labrador, et je pense à vous. Je voulais vous dire qu'à un moment, il rencontre Beckett. Et après, je vous réponds, Eugénie. Le mec qui n'arrête pas de dire je vous réponds, mais il répond jamais. Je vous réponds, Eugénie. Je vous répondrai, monsieur Georges Marchais. Le marxisme est un échec. Non, pas du tout. Les Russes sont très heureux. Oui, oui. Alors donc, écoutez-moi bien. Il va errer dans la rue. Et tout d'un coup, vers minuit, il rencontre Beckett. Ils sont très amis. Il a le privilège d'être ami intime de Beckett. Et alors, ils rentrent dans un café, ils parlent de choses et d'autres, de leurs enfants, tu vois, des gens normaux. Parce que Beckett détestait... Quel est votre projet stylistique? Alors là, il se barrait. Lui, il parle des gosses, le gaz, comment tu as ouvert le chauffage, tout ça. Et alors, à un moment, Beckett dit à Sioran, mais comment ça va le boulot? Alors l'autre dit, ça va de plus en plus mal, parce qu'à force de lire les hindouistes, le bouddhisme zen et le taoïsme chinois, et ça a une vertu anesthésique. Parce que je n'arrive plus à créer, parce qu'ils disent toutes ces philosophies orientales veulent anéantir le moi. Et je suis tellement déprimé que j'en suis arrivé à me convaincre de ce que j'ai écrit, dit Sioran. Je suis devenu mon propre disciple. Alors ça va très mal. On dirait du Raymond DeVos. Alors ça va très mal. Et alors en sortant, vous savez ce qu'il fait ? Sioran dit, en sortant, je devais avoir l'air pitoyable. Parce qu'en sortant, Beckett m'a tapoté 2 fois l'épaule. Comme si on tapote à quelqu'un qui est au bout du rouleau en disant « C'est pas si grave, tu vas t'en sortir ». Qu'est-ce que j'ai l'air désarmé pour qu'il ait pensé qu'il fallait me tapoter 2 fois les épaules. Alors l'admiration,
j'aime en Sioran ce badaud douloureux, curieux, qui parle à n'importe quelle personne. Alors, s'il y a un point commun entre Sioran, deuxième période où il parle français, c'est d'avoir senti la métaphysique dans les anecdotes, dans le quotidien. Il va pas bien. Il va pas bien. Un jour, il est place Saint-Sulpice et il y a un film qui se tourne. Et alors, il regarde. Tu vois, j'adore l'idée qu'il n'a pas de but. Parce qu'il est insomniaque. Donc, il y a un film, il est minuit, il s'arrête. Il n'a pas de but, c'est pas un homme affairé, il n'a pas 3 portables, tac, tac, tac. Alors rendez-vous à 14h30, tac, 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 oui, d'accord, on branche l'Amérique, d'accord. Enfin, il a une compagne qui l'attend quand même. Alors là, c'est le Simone mystère absolu, on va y revenir. Et il regarde le film, il voit un CRS qui dit à un pote, au bout de 8 heures d'avoir vu la même scène pénible, on dira la merveilleuse phrase de Johnny Hallyday sur les roches, ça aussi c'est très intéressant parce que c'est très sioranesque, eh bien... Parce que c'est pascalien surtout. Et figurez-vous que le CRS dit, moi je te dis, il dit ça à son pote. Après ça, jamais, tu m'entends, jamais je mettrai 1 franc pour aller voir un film. Il voit la même scène répétée. Et si on continue, on pourrait dire de ça pour tout. On pourrait dire de ça pour tout ce qu'on a de tout ce dont on a découvert les dessous. Cependant, les gynécologues aiment, les désespérés font des projets et les nihilistes vont en vacances. Qu'est-ce que tu veux? Alors, s'il y a point commun, c'est qu'il est vide, il est perdu, et on lui tapote l'épaule. Et moi, je ne suis pas autre chose que quelqu'un à qui on pourrait tapoter l'épaule. Derrière ce côté hystérique, je suis comme Sioran. J'ai besoin qu'on me tapote l'épaule. Et c'est le public qui me tapote l'épaule. Et ce point commun avec Sioran, oui, c'est un mal-être. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais très très mal, etc. Non, mais en tout cas... écoutez, par pudeur, je vais vous raconter la merveilleuse réplique de Johnny Hallyday. Un jour, en pleine nuit, je lui dis, dis donc, Johnny, ça fait quand même 1 mois et demi qu'on tourne, est-ce que tu as vu des roches? C'est pour Jean-Philippe, hein, le film. Voilà. Alors que je dise au public, les roches, c'est les petits bouts que les cinéastes regardent le lendemain, ce qu'on appelle les bouts. Romer, qui ne voulait pas qu'on dise du franglais, disait, je vous interdis de dire les roches. Alors les gens disaient, mais qu'est-ce qu'on va dire? Alors, vous dites, on va voir les bouts. Alors les gens disaient, on va voir les bouts. Alors, on allait voir les bouts. Et comme son nom l'indique, les bouts, c'est toutes les scènes. Par exemple, si on avait tourné ensemble, là, tous les 3, il y aurait 1 heure sur vous 3 et 1 heure sur moi. Et après, le montage fait que ça serait vivant. Mais les roches, c'est à l'état brut où on voit Eugénie Bastier, Vincent Trémollet-Villers et Jean-Christophe Buisson, Vincent Trémollet-Villers, et qu'on les voit tous les 3, et qu'on regarde ça pendant 2h15. C'est parce que c'est pas monté, tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors je dis, mais dis-moi, est-ce que tu as vu des roches? Il était 3h30 du matin. Et il m'a dit, j'aime pas beaucoup les roches. J'aime pas beaucoup les roches, parce qu'il avait une obsession du mot « parce que ». Parce qu'il relançait ses neurones pour lancer le « parce que ». Tu vois ce que je veux dire? Il répétait toujours, j'aime pas beaucoup les roches. Et là, il passait sur la fesse gauche. Tu vois, ça, j'aime pas beaucoup les roches. Alors, il y avait au milieu un raclement merveilleux. C'est que par amour que je parle. J'aime pas beaucoup les roches. Passage sur la fesse gauche. J'aime pas beaucoup les roches parce que c'est toujours la même scène. Surtout que j'ai déjà joué. Mais c'est pascalien. Cette personne n'en a parlé. Johnny, il est... L'ennui, il s'ennuie. Oui. Parce que rien n'est si insupportable à l'homme que d'être en plein repos, sans passion. C'est pour ça qu'il passait son temps à faire des grands zéniths. Un jour, il m'a dit cette phrase étonnante. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi tu es toujours dans le même théâtre pendant 1 an. Je dis, moi, ça m'embête pas. Moi, je fais des zéniths. C'est toujours les mêmes. Mais il y a la voiture entre le Zénith de Nantes et le Zénith de Toulouse. Donc j'ai l'impression d'aller ailleurs. Alors c'est le même Zénith. Donc je vois pas. Voilà pourquoi Johnny est un pascalien. Et ça me rappelle que la première fois que je vous ai rencontré, oui, c'était un interview de Johnny. Oui, tous les deux. Vous êtes
Dans ma vie, Jean-Christophe Bisson, Vincent Trémollet de Villers, Eugénie Bastier. Je voudrais que les gens comprennent que ces gens qui ne sont pas des gauchistes sont vivants, chaleureux, bien élevés et merveilleusement cultivés. Il n'y a pas qu'une doxa marxiste-léniniste, et il y a une doxa à Tocqueville. Et j'ai fait copain avec un autre de votre bande que j'adore, spécialiste de Raymond Aron. Bavrez. J'adore Bavrez. Ah, le Bavrez. Alors évidemment, il faut être en forme parce qu'il est pointu. Tu vois, mais quand tu te nourris de Bavrez, il t'envoie du Tocqueville. J'ai des bouquins à lire cet été, moi. Tocqueville. Merci beaucoup, Fabrice. On a commencé par Suron, on a fini par Johnny Hallyday, Nicolas Bavrez. C'est dire si nous sommes larges d'esprit. Je rappelle l'art du portrait selon Suron au Théâtre des Mathurins du 22 octobre au 17 décembre 2025 et prolongation à partir de janvier. Plutôt janvier. Hein. Plutôt janvier. Parce que là, ah oui, surtout après l'émission. Et Lucchini, dit Hugo, au Théâtre des Bouffes parisiens du 20 octobre au 16 décembre, puis au Théâtre de l'Atelier. À l'Atelier Foire. À partir de janvier. Donc démarrer janvier 2026. Et après. Il se passera plein de choses en janvier 2026. Vous en saurez plus bientôt. Et le Figaro. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Merci Eugénie Bastier. Merci mille fois Fabrice Lucchini. La semaine prochaine, on parlera de cinéma avec Régis Varnier, le réalisateur. D'ici là, une très bonne soirée et une très bonne semaine sur le Figaro TV. Bravo. Bravo.